Bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente, Diego Buñuel. Je vais animer aussi bien que possible aujourd'hui cette session de Demain si j'y suis. Une question très d'actualité aujourd'hui. Donc on va avoir plusieurs intervenants, on en a 2 aujourd'hui, mais avant de commencer, je voulais quand même faire venir notre ami et collaborateur Antoine Lanuzel. Je t'en prie, monte. Qui publie Oui, Demain, qui est un très beau magazine. Ça sort tous les quoi ? Tous les trimestres. Tous les trimestres. Avec toutes sortes d'actualités sur le futur, sur la société, où est-ce qu'on va, qui sommes-nous et toutes les complexités du monde de demain qui nous attend. C'est un très beau choix. Montre-leur tous. Si vous ne connaissez pas, vraiment je vous le conseille. Moi j'y suis abonné et dès qu'il sort, je le lis. Il y a plein de bonnes idées de sujets, d'histoire et de façon de voir. Si tu veux présenter un peu la publication. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc on est déjà merci à toute l'équipe, enfin à tout Canal+ et à l'équipe de la collection en particulier de nous avoir conviés à co-organiser ce bel événement qui aura des répercussions, on espère, importantes en 2016. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Oui Demain. En fait, c'est une revue donc trimestrielle qui est sortie, dont le premier numéro est sorti en 2012. Et voilà, on en est aujourd'hui au 11e numéro. Et ce qu'on s'attache à faire avec cette revue et aussi un site internet au quotidien, c'est d'essayer de raconter et de décrypter au quotidien et donc tous les trimestres ce monde qui change, dont il va être question lors de chacune des 4 conférences qui vont avoir lieu d'ici cette semaine et la semaine prochaine. Alors le premier thème tombe à point nommé puisqu'on parle ici de la fin du travail, dans le dernier numéro. C'est le titre, La fin du travail, qu'est-ce qu'il y a après ? C'est exactement ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un monde où la technologie et où le numérique en général prend, je dirais, une importance considérable et réduit l'emploi salarié de façon très importante. Et dans un second temps, comment une nouvelle économie se met en place avec notamment l'économie collaborative et tout ce qui en découle. Voilà, donc merci à tous d'être là et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Antoine. Alors bon, vous êtes là donc vous le savez, mais je résume un peu. Demain si j'y suis, ça va être une série de conférences. Il y en aura aussi jeudi et la semaine prochaine. On essaie de faire ça pour d'abord donner une ouverture d'esprit et une vision des possibles futurs qui nous attendent. Et aussi, vous le savez peut-être pas, mais on a toute une semaine du futur qu'on est en train d'organiser à l'antenne pour avril 2016, avec des films, des documentaires, les émissions qui seront aux couleurs du futur. Alors de quel futur on est en train d'y travailler. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeune, quelqu'un qui a un esprit très jeune. C'est Jean-Michel Biot, qui est là avec nous aujourd'hui. Alors, il a un CV un peu particulier parce qu'on m'a dit qu'il était économiste et informaticien. C'est quand même 2 sciences qui s'opposent. Une, c'est une approximation. L'autre, c'est quand même une science exacte. Ah, pas informaticien. Ça, c'est la télé qui raconte ça. Ah, voilà. Oui, mais comme on est de la télé, c'est normal qu'on fasse les mêmes erreurs. Ça va être sur la fiche Wikipédia, il faudra l'éditer. Parce que ça, c'est le problème de l'Internet maintenant. Et peut-être présente-toi, je vais te dire toi. Ouais, on peut se tutoyer. C'est quand même un des pionniers de l'Internet en France, un des premiers à avoir fait un réseau fibre à Pau, c'était ça ? Exact, ouais. Décoré de la Légion d'honneur, mais on voit pas. Ouais. Il n'a pas mis sur sa boutonnière aujourd'hui parce qu'il est très modeste. Je le mettrai quand tout le monde en France aura 1 gigabit à la maison. C'est ça. Donc Jean-Michel, il est là aujourd'hui pour nous parler un peu du travail de demain et de comment est-ce que la technologie va, grosso modo, tous nous remplacer. Préparez-vous à prendre de belles et longues vacances parce que des ordinateurs, des applications, des softwares seront là pour nous faciliter la vie ou nous remplacer complètement. La nouvelle évolution. L'humanité au pied du mur, effectivement. Au pied du mur. Bon Jean-Michel, à toi. Merci beaucoup. Écoutez, on m'avait dit qu'il n'y aurait que 12 réalisateurs dans la salle, mais je vois qu'il y en a beaucoup. Vous réalisez tous des vidéos ? Non ? Qui est réalisateur ? Ah bon, quand même. Et le reste, c'est Canal alors ? Oui, c'est des gens curieux, c'est ça, l'esprit Canal que tu vois en face. À TF1, il y a moins de monde qui vient m'écouter. Peut-être un petit sondage. Qui a un profil LinkedIn ? Ouais, bon, écoute, on arrête, oui. Donc, on m'a chargé de vous expliquer en très peu de temps, d'habitude, ça prend un peu plus de temps, pourquoi l'humanité est en train de faire sa 3e et dernière grande révolution. L'humanité, c'est des homo sapiens, c'est-à-dire nous sommes apparus suite aux évolutions darwiniennes il y a à peu près 100 000, 120 000 ans
en Afrique de l'Est, et puis on s'est répandu un peu sur toute la Terre. Et nous avons fait déjà 2 très grandes révolutions. Une révolution, ça veut dire qu'après la révolution, c'était plus comme avant. Et donc la première, c'est la révolution agricole, il y a 10 000 ans, dans le croissant fertile, où nos ancêtres se sont sédentarisés, ont inventé des technologies, l'élevage, la poterie, etc., etc. Alors, le croissant fertile, c'est que la Mésopotamie, oui, c'est ça, ouais. L'Euphrate. Et le Tigre. Irak aujourd'hui. Ouais, mais si je raconte tout, il me faut 3 heures, là. Non, mais bon, le croissant fertile, c'est... Ah bon, vous ne savez pas où c'était, le croissant fertile? Non, Bon, il y a de très bonnes émissions sur Canal, vous connaissez Canal? La deuxième, plus près de nous, c'est la révolution industrielle, dans laquelle nous sommes encore. Et à chaque fois, on change tout. On change l'économie, on change le social et le politique. Donc, dans la révolution agricole, on a créé de plus en plus de protéines, donc un stock de protéines plus important. Donc, la population a commencé à évoluer. Et ensuite, on a mis sur pied, parce qu'avant, ça n'existe pas, des villes-États, donc des rois, des empereurs, etc., qui a continué jusqu'à la royauté en France. Et puis, avec la révolution industrielle, d'autres êtres humains ont inventé le moteur à explosion, enfin la machine à vapeur et tout un tas de trucs. Et là, c'était pas des protéines qu'on avait en plus, c'était des produits et des services pour vivre mieux. Et là, on a, en France, en tout cas, on a coupé la tête aux élites précédentes, la royauté, etc. Et une nouvelle élite s'est mise en place, qui est la bourgeoisie, le capitalisme, et en ce moment, l'énarchie et les X-Men. Je ne sais pas si vous avez des énarques chez vous. Non? Ouais, mes pauvres enfants. Et nous sommes en train de démarrer cette 3e grande révolution sous nos yeux, mais peu de gens la voient. Alors pourquoi on est en train de faire cette révolution? D'abord parce qu'il y a Internet. Et Internet a permis à tout un tas de gens de changer les usages de la communication, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et surtout, hier soir, mais je n'ai pas terminé, je vous ai fait une liste de liens d'URL. Ceci va être dû à ça. Ce monsieur s'appelle Hans Moravec. Hans, c'est un Européen d'ailleurs qui travaille au Carnegie Mellon à Pittsburgh et il a fait des études extrêmement poussées. Il a essayé de calculer quelle serait la puissance informatique qu'il faudrait pour faire un être humain. Parce que dans votre corps, par exemple, vous avez des millions de relations qui se font entre les cellules, etc., etc. Et il a trouvé qu'il nous faudrait quelques teraflops pour faire la même chose, et notamment notre cerveau. Et donc, vous voyez, il a mis ici en ordonnée pour 1 MIPS. 1 MIPS, c'est 1 million d'instructions par seconde. Donc, 1 MIPS, c'est ici. Donc, c'était le IBM PS. Donc, ça revient, ça ne nous rajeunit pas. Et là, on avait l'intelligence, entre guillemets, d'un verre. Ici, le gateway, pour 1000 MIPS, on est entre le lézard et l'araignée. Donc on va continuer vers 2020-2030. Eh bien, avec la loi de Moore qui va continuer d'évoluer, et en plus on va passer avec la technologie du quantum, on va aller encore plus vite, eh bien nous allons arriver à l'équivalent d'un cerveau humain. Ce qui fait que vers 2050, vous aurez des bidules qui seront plus intelligents que vous et que vos énarques. Alors ça, c'est quoi? C'est un peu Terminator, quoi. Hein, c'est-à-dire que la machine prend le dessus sur l'humanité. Alors, attendez, parce que je vous ai prévu. Qui a déjà vu Asimov? Dites donc, il faut sortir le week-end. Il ne faut pas regarder la télé. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, moi, je suis un cyborg. Vous avez devant vous un cyborg. Vous ne l'avez pas vu, mais je suis amputé d'une jambe. Et le cyborg, c'est le mélange de la matière vivante et de trucs électroniques. Et j'ai un genou électronique qui me permet de marcher sans canne chez moi, de ne pas tomber. Et je vais vous montrer d'autres choses parce que ce genre de prothèse va devenir bionique, c'est-à-dire ça va être connecté au cerveau. Et donc là, c'est l'humain qui devient plus évolué que le biologique traditionnel. Et je pense que dans les 10 à 15 ans qui viennent, on va réparer tous les handicapés et les handicapés seront mieux a priori que le biologique tout seul. Donc je vous le montrerai si on a le temps après. Par contre, je voudrais vous montrer ça. Puisque si vous ne connaissez pas Asimov, c'est pas la peine de faire des films si vous ne connaissez pas Asimov. Alors je suis désolé, il y a des vidéos. Alors Asimov, c'est un bipède qui est créé par Honda au Japon, et ça fait plus de 20 ans qu'ils sont dessus. Alors ils pensent qu'effectivement, ces braves gens pensent que ce genre de bidule que vous allez voir, là, il n'y a personne dedans. Hein.
Donc je vais vous le laisser un peu pour vous rendre compte. Donc ce robot parle, vous reconnaît, donc il sait qui vous êtes, et vous allez lui parler, et il va dire please follow me, il va lui apporter un petit café. Alors Asimo court, monte des escaliers, il fait des tas de bidules, il fait traverser la rue à des gamins en Silicon Valley, mais bon, ils ont fait des tests, etc. Il évite les humains, etc. Vous n'avez pas beaucoup de débit, dites donc. Attends, si, ça a chargé la moitié, là. Ah bon, excuse-moi. Non, mais vous avez vu Asimo. Alors, des Asimo, Honda, maintenant, n'est plus une compagnie qui fabrique des voitures. Honda fabrique de la mobilité. Alors, on se demande pourquoi Renault et PSA n'y vont pas là-dedans. Ils font des exosquelettes, d'ailleurs. Hein, ouais, Cyberdyne. Ouais, Cyberdyne, m'en faudrait un. Le walking device, si on a le temps, je le montrerai. Qui connaît Big Dog? C'est pas beaucoup. Hein. Faut pas regarder la télé. Hein. Alors, Big Dog, voilà. C'est un robot quadrupède. Je vais vous le laisser un peu pour voir un peu ce qui va se passer. Qui est créé par une start-up de Boston qui s'appelle Boston Dynamics et qui vient d'être acheté par Google pour 300 millions de dollars. À votre avis, pourquoi Google a racheté ça? Pourquoi Google se range dans les robots? Donc, je vais vous le laisser passer un petit bout de temps. Parce que vous allez voir, il y a un gars, un biologique normal, qui va lui donner un coup de pied dans les flancs. Et il ne va pas tomber. Ensuite, vous allez le voir sur la glace. Regardez là. Voilà, l'intelligence artificielle. Et voilà pourquoi les robots vont se révolter contre nous si on continue à les traiter comme ça. Ouais, c'est probable. Ouais. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des autruches, il y a des chevaux qui courent à quatre pattes. Boston Dynamics est une des sociétés les plus évoluées dans le monde dans ces domaines-là. Bon, vous voyez, ils marchent dans n'importe quoi. Là, je vous le laisse encore un peu, vous allez le voir sur la glace. Là, il va arriver. Donc, toute l'industrie américaine du robot est basée... la Silicon Valley du robot, c'est plutôt Boston. Et ça a été financé par le DARPA, qui est le ministère de la Défense américaine. Bon, je vous laisse encore un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous, dans le futur, ça veut dire quoi? On aura une place à prendre dans la société ou on disparaîtra au profit de... Moi, je crois que... voilà, donc vous voyez, et puis je vais y répondre. Mais il faut montrer ça aux gens s'ils ne savent pas. Je crois que l'être humain a fait son temps. Homo sapiens 1.0 a fait son temps. Donc on est en train de changer... Les geeks de la Silicon Valley, là, les deux galopins de Google et les autres, veulent changer le système économique à leur profit. Donc ils veulent vous changer à leur profit, les Netflix et autres. Et surtout, ils veulent changer la nature humaine. Donc Google, Apple par exemple, IBM, parlons d'IBM, qui n'est pas forcément à la Silicon Valley. IBM a un ordinateur de cognitive computing qui s'appelle Watson. Et Watson travaille aujourd'hui. Donc dans Watson, on met tous les écrits qui sont parus sur le cancer depuis 15 ans, 20 ans, etc., tous les rapports de Toubib, toutes les photos, toutes les radiographies de gens qui ont des cancers. Et le Watson travaille déjà avec des médecins américains et il va plus vite que le médecin pour poser le diagnostic. Donc aujourd'hui, le 22 septembre, M. Martin Hirsch va probablement annoncer que c'est Toubib, à lui, Martin Hirsch et les 37 hôpitaux parisiens, vont commencer à travailler avec le Watson. Donc le Watson aujourd'hui aide les médecins. Mais pardon, je veux juste revenir sur la fin de l'humanité 1.0, ça veut dire quoi? C'est quoi l'humanité 2.0? Eh ben, c'est moi, avec mon... C'est cyborg, c'est... Vous comme moi, nous avons été bricolés par Dame Nature, ou Dieu le Père, enfin c'est ce que vous voulez, parce que vous avez reçu de votre papa et de votre maman 23 paires de chromosomes. Enfin, la moitié du papa, la moitié de votre maman. Les chromosomes, votre génome... En France, on parle très peu du génome, alors qu'en Angleterre, aux États-Unis, l'analyse du génome va devenir quelque chose de très important, parce que c'est ça qui fait ce que vous êtes une femme ou un homme, que les dames, par exemple, si le chromosome BRCA1 sur votre chromosome 4 mute, parce que les cellules se divisent toutes les 6 semaines environ, et les chromosomes font des erreurs. Si ce chromosome-là mute, c'est le cancer du sein assuré à 90%. Donc c'est pour ça que Mme Angelina Jolie, qui a fait son séquençage génomique, s'est fait couper les seins. D'accord?
Sergey Brin, l'un des patrons de Google, lui, il a fait son séquençage génomique, comme tout le monde. Enfin, j'estime qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 10 millions d'êtres humains qui ont fait leur séquençage génomique. Et là-dedans, 30% ont été faits en Chine. Le problème qui est en train de se poser, c'est que... Pourquoi ils font ça, les gars ? Eh bien, parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils vont trouver la mécanique du cancer et éradiquer le cancer. Donc, ils vont gagner énormément d'argent. Donc, la chimiothérapie, à terme, tout ça, c'est terminé. Donc l'Homo sapiens 1.0, c'est vous et moi. On a été bricolés par Dame Nature. Donc vous avez un caractère qui est X, etc., etc. L'Homo sapiens 2.0, c'est celui qui va se bricoler lui-même. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si je l'ai mis, mais là il me faut 3 jours. Vous allez d'abord la e-santé qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, la precision medicine, comme dit Obama. Donc vous avez tous les politiques. Les grands politiques des anglo-saxons sont tous partis là-dedans. Nous, les nôtres, ça gamberge dans les coins. Hein. On ne veut plus payer les toubibs, enfin, etc. etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est en train de quitter la médecine curative. Donc on attend que vous êtes malade pour vous envoyer à l'hôpital. L'hôpital étant un garage qui va essayer de vous réparer, comme moi. On va passer d'une médecine curative à une médecine prédictive. Mais naturellement, toutes les lides françaises, les mandarins, les différents silos que vous avez qui se chipotent dans les coins, le Conseil de l'Ordre, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, l'Association des brancardiers, enfin tout ce machin-là, se chipotent dans les coins sur des problèmes qui n'existent plus. Alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple, vous allez faire votre séquençage génomique, probablement 2 ou 3 fois par an, pour voir comment votre génome a évolué, quels sont les gènes qui ont muté. Il y en a un peu plusieurs millions par jour qui se mutent dans votre corps, hein, mais vous ne le savez pas. Et naturellement, la plupart de ces mutations sont a priori sans problème, parce qu'on ne le sait pas encore. Par contre, il y en a certaines qui vous conduisent à des maladies tout à fait intéressantes. Enfin, intéressantes du point de vue des maladies, en tout cas. Donc ensuite, votre comportement va avoir un impact non négligeable sur votre génome. Là où vous vivez, si vous êtes stressé, si vos énarques vous stressent, par exemple, ça va jouer sur votre génome. Si vous mangez tous les jours un steak frites, c'est le cancer du côlon assuré à peu près, mais vous ne le savez pas. Aujourd'hui, on est dans de l'à peu près. On n'est pas dans la précision. Donc comment on va faire pour que l'on sache, qu'on juge au jour le jour votre comportement avec précision ? Ça, c'est l'Internet des objets. Vous allez avoir chez vous des tas de trucs qui vont vous remonter sur les plateformes américaines de e-santé, parce qu'en France, on est mal barré. Attends, il y a WeThings, hein, WeThings. Non mais c'est très bien. Bon, alors là, il me faut 3 semaines. Alors attendez, déjà, alors justement, on va s'arrêter maintenant parce qu'on parle de l'homme 1.0, de l'évolution à l'homme 2.0. Ouais. Et comme c'est très dommage qu'on ait 15 minutes, là on a je peux revenir. Hein. Voilà, parce que c'est un peu court, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir aux questions maintenant. Comme ça nous permettrait d'avoir une deuxième salve qui sera plus spécifique par rapport aux besoins du public, de comprendre certaines des très grandes portes que vous venez de nous ouvrir. Donc, est-ce qu'il y a des questions au sujet de l'homme 2.0 sur votre séquençage génétique, ou même d'ailleurs sur le fait que la Chine et l'Amérique prennent une avance considérable et que nous encore on est là en train de se poser des questions théoriques alors que le monde a... On pourra prendre un exemple sur les voitures robots. Et on verra un peu ce qui va se passer, si vous voulez. Alors, on a une question au fond de la salle. Oui, bonsoir. Bonjour. Et si on veut rester à 1.0, est-ce qu'on a le choix ? Non. À mon avis, vous n'avez pas le choix. Parce que quoi ? Parce qu'on va porter des gènes qui ne seront plus non, viables, parce que vous allez être à haute de la société. Par exemple, il y a un taxi qui m'a conduit, un Homo sapiens 1.0, à qui il m'a un peu chauffé pour me préparer chez vous, là. Le mec, il est au courant de rien. Alors, je lui ai dit que d'ici 2020, vous connaissez le pod de la voiture robot de Google ? Oui. Bon, c'est pas très joli esthétiquement, mais ça marche. Il n'y a pas de volant, surtout, et il n'y a pas de pédale. Ouais. C'est un peu embêtant. Et moi, je crois qu'en 2030, madame, on va vous interdire, en tant que biologique 1.0, de conduire une voiture, parce que vous n'êtes pas fiable. L'être humain 1.0 n'est pas fiable. Les toubibs ne sont pas fiables. C'est pour ça que moi, c'est une erreur médicale, mon amputation. Vous n'êtes pas fiable. Vous êtes intelligent, mais les ordinateurs vont être plus intelligents que vous. C'est l'intérêt qui vous guide, généralement. Et donc, concluez vous-même. Alors, si vous vous intéressez à l'impact de la robotique
sur la vie des êtres humains et sur l'économie, je vous conseille de lire ce truc de Marshall Brain qui s'appelle Robotique Nation. Aujourd'hui, vous avez déjà plein de robots. Si d'un coup de baguette magique en France, on éradiquait tous les robots, l'économie ne marche plus. Tout s'arrête. Vous ne pouvez plus retirer de l'argent dans les distributeurs de billets parce que c'est des robots. Vous ne pouvez plus prendre de l'essence dans les pompes à essence parce que c'est des robots, etc., etc. Il y a plein de robots. Et il y a plein de robots dans les usines. Donc si on arrête les robots de partout, eh ben, on ne fabrique plus de bagnoles, on ne fabrique plus de caméras, on ne fabrique plus de ça, etc. Les gens qui fabriquent ce genre d'ordinateur, qui est un Apple, s'appelle Foxconn. C'est une boîte chinoise qui emploie 1 200 000 biologiques. Ils vont en mettre 500 000 à la poubelle et remplacer par des robots parce que vous coûtez trop cher. Donc ça, c'est une bonne question suivante. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur le travail de l'humanité dans le futur? Alors, est-ce qu'il y a une place attendez, on a un jeune homme au fond, là. Bonjour. Enfin, justement, là, on arrivait dans le thème, justement, à la fin du travail, fin 2050. Voilà, il y a des milliers d'emplois qui vont finir à cause du digital, ouais. Du numérique et tout ça. Mais par rapport à tous les nouveaux métiers qui sont créés grâce au numérique, c'est quoi justement les chiffres par rapport à tous les nouveaux boulots qu'on aura dans 30 ans et tous les boulots qu'on va perdre parce qu'ils sont devenus obsolètes? Ça dépend où vous passez votre curseur dans le futur. Tout ne va pas arriver d'un 50. Et la révolution agricole, il nous a fallu 3000 ans pour la faire. La révolution industrielle, il nous a fallu une centaine d'années. Là, la révolution qui se prépare, c'est 30 ans. Alors, si vous placez le curseur en 2020, vous allez avoir des voitures robots. Et vous allez être les premiers à les utiliser parce que l'usage que vous allez en faire, il est payant pour vous. Donc vous avez des boîtes comme Uber, par exemple, vous connaissez, je pense, Uber. Google a mis 300 millions de dollars dans Uber, mais ils se sont fâchés. Uber maintenant travaille avec Marshall Brain, avec Carnegie Mellon pour faire. Uber, qu'est-ce qu'il veut faire, Uber? Eh bien, il veut faire des parcs de voitures robots, sans volant, sans pédale, que vous allez appeler avec une application sur votre smartphone. Il veut bousiller les chauffeurs de taxi. Donc supposez que Uber installe dans les grandes villes, New York, Paris ou je ne sais quoi, un parc de voitures robots que vous pouvez appeler et que vous allez payer, j'allais dire peanuts, vous allez payer quelques cents au kilomètre, puisqu'en plus ils seront électriques. Vous avez besoin d'acheter de voitures. D'accord ? Deuxièmement, alors les Français ne sont pas capables enfin, il y en a très peu qui sont capables de faire ce genre d'analyse. Par contre, les Américains, eux, ils ne se gênent pas à faire des analyses extrêmement fouillées. Et donc, si vous avez des parcs de voitures robots, les voitures robots sont fiables. Google l'a démontré avec sa Prius qui a roulé des millions de kilomètres dans 4 États américains. Il a eu que 11 accidents qui ne sont pas de sa faute, qui ne sont pas de sa faute de la voiture, et qui ont été très bénins. 2. Google est en avance par rapport aux constructeurs 1.0, à part peut-être Mercedes, et encore c'est pas sûr, et à part Tesla, mais Tesla c'est quelqu'un à 2 mètres à côté. Elon Musk, c'est le nouveau Steve Jobs du monde. Vous avez déjà monté dans une Tesla driveless? Je vous conseille de le faire, c'est très impressionnant. Ce qui est intéressant là, c'est qu'avec les Tesla d'aujourd'hui, même celles que vous voyez dans la rue, il y a des updates qui sont faits, qui ont été faits il n'y a pas longtemps, et qui permet à tous les senseurs qui sont autour de les senseurs, oui, je sais pas comment on appelle, sensors, le lidar, les capteurs, pardon, les capteurs, merci, qui permettent de faire en sorte que la voiture se déplace sans que vous touchiez le volant. C'est-à-dire que vous mettez déjà la Tesla peut se conduire toute seule d'une destination à une autre à travers la ville. Elle a des caméras qui voit les lignes blanches, qui détecte les piétons, les autres voitures. Donc aujourd'hui, la Tesla telle qu'elle existe, elle peut déjà se déplacer seule sans l'utilisation du volant de la voiture. Donc, la Tesla, en fait, c'est un ordinateur sur 4 roues. Renault, il fabrique des voitures avec un moteur à explosion, et bon, un peu d'électricité aujourd'hui. Apple arrive dans la danse avec son projet Titan, donc voiture électrique et puis driveless. Et donc, la fiabilité. C'est fiable à 100%, c'est quasiment fiable à 100%. Alors, attendez. On va prendre d'autres questions parce que sur la voiture et sur la robotisation, je crois qu'on a compris l'évolution. Est-ce que vous avez d'autres questions sur notre monde de demain qui a l'air charmant? Moi, je trouve que c'est vachement bien. Alors attendez, vous avez un micro? Tout à l'heure, vous parliez de la troisième révolution et la dernière. Pourquoi la dernière? Vous êtes où? La dernière, parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous bricoler.
Mais demain, vous allez pouvoir vous bricoler. Les Chinois, un couple de Chinois, il veut avoir des enfants mâles, blonds et aux yeux bleus. Comment on fait pour faire ça? Ben, il faut bricoler le génome. Donc vous allez vous bricoler. Donc c'est la dernière révolution des Homo sapiens créés par Dieu le Père ou qui vous voulez. Et je reviens quand même sur les voitures parce que ça va vous montrer un peu le... Non, mais... Non, on tourne en rond. C'est fiable. 2, vous n'avez plus besoin de vous assurer puisque c'est fiable. 3, vous n'avez plus besoin de passer de permis. Donc les auto-écoles dehors. 4, Les assurances aussi. Hein. les assurances, oui, les assurances, vous n'avez plus besoin. 4, je ne sais plus où j'en suis. Il n'y a plus de morts. Donc les croque-morts, les pompes funèbres, hop, chiffre d'affaires en moins. 2, il n'y a plus de blessés. Les hôpitaux, hop, plus de chiffre d'affaires. 4, il n'y a plus de tôles froissées. Les garagistes, hop. Voilà, si vous voulez, le monde qui vous attend. Alors là, j'ai parlé de la bagnole, mais vous pouvez parler... Pardon, mais 5, il n'y a plus le plaisir. Il n'y a plus le plaisir de conduire. Eh bien, pourquoi? Moi, j'ai pas de plaisir à conduire. Moi, Moi, j'en ai. moi, je préfère être dans ma bagnole avec monsieur qui est là, qui a l'air très évolué, puisqu'on puisse... Et puis qu'on puisse discuter entre nous et même se connecter sur Internet. Pourquoi Google s'intéresse à ça, à votre avis? Plus de temps en ligne, quoi. Eh ben voilà. Donc vous aurez du temps chez vous, dans votre voiture. La voiture s'occupe de tout et donc vous allez surfer. Et donc Google va gagner beaucoup d'argent avec la publicité. C'est tout. Question, Canal+, qu'est-ce que ça devient? Déjà, les caméramans sera des robots. On commence, ingé son, pareil, et puis après, lentement, ça... Oui, monsieur. Bonjour, justement, le Canal+, et même, est-ce qu'un robot a écrit un roman, par exemple, ou quand, Bon, quand est-ce un qu'on robot lira écrit des articles aujourd'hui. Oui, les journalistes ont du souci à se faire, mais Oui. les artistes, au sens plus large du terme. C'est probable. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Ok, vous êtes le président de la République, vous êtes élu du peuple, etc. Vous savez tout ce que je viens de vous raconter, qu'il y a des tas de gens qui probablement vont se retrouver au chômage. Comment vous allez régler le problème? À part fusiller tout le monde. Comment vous allez régler le problème? Vous avez une idée? Vous êtes réalisateur, là. Pardon? Non, ça, c'est pas possible, madame. C'est out. Martin Hirsch, je reparle de lui, m'a demandé de venir faire un topo sur la e-santé à 42 Ségus. Les mecs, ils sont au courant de rien. Mais alors, que dalle. Alors, j'ai eu des questions comme la vôtre, un médecin, une dame, très gentille, etc. Mais monsieur Billot, vous vous rendez pas compte, la réglementation, elle est là, elle va vous empêcher de faire ça. Je lui ai répondu, madame, la réglementation gauloise, on n'en a plus rien à foutre. C'est tout, c'est fini. Mais je crois que ça, c'est une réalité aussi de notre vision française du monde. C'est-à-dire qu'on pense que notre société est figée d'une certaine façon. La réalité, c'est que l'Inde, la Chine, les États-Unis et plein d'autres pays comme ça ils ne s'encombrent pas des problématiques morales ou éthiques qu'on se pose, nous, dans notre pays. Et il y a une vitesse En fait, le monde, on dit que le monde est un village. Pour la mondialisation, Internet, etc. Ceci est faux. Le monde va devenir un village, vous savez pourquoi? Parce que vous allez pouvoir comprendre tout le monde dans le monde sans apprendre sa langue. C'est ce que je discutais avec vous. Je suis dans une start-up qui s'appelle MediaOne. Nous allons annoncer un accord mondial avec IBM pour utiliser son ordinateur de cognitive computing. Ce matin, notre CTO nous a montré une vidéo d'Obama. On a piqué une vidéo d'Obama sur je ne sais pas quel site. On pourra aussi les piquer chez vous. Hein. Et avec MediaOne, nous avons fait du voice-over en français sur la vidéo. On n'a même pas eu le temps, on n'a même pas eu besoin de reprendre la vidéo pour l'intégrer dans la vidéo. D'accord ? Je traduis en fait. Ils ont pris une vidéo d'Obama qu'ils ont mis dans un ordinateur et on a eu une voice-over française qui a été faite automatiquement, sans faute, sur le truc. Donc, ce qui veut à dire 98%. À 98%. Donc ça veut dire que les vidéos ou les traductions pourront être faites dans l'immédiat, instantanément, dans n'importe quelle langue, immédiatement. Donc, alors, à Canal, vous savez ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez intégrer cette technologie pour être mondiale? C'est fini, la France. Le petit quartier français. C'est terminé. Moi, je fais des interviews de start-up françaises et derrière, avec ça, j'ai servi de cobaye d'ailleurs pour cette technologie MediaOne. Mon idée est assez simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la France et les Français se débrouillent avec le numérique. C'est très impressionnant quand même. Moi, je suis un espèce d'anthropologue, un zadig quelconque, et je vous observe à la petite lunette. Je vous observe.
Et donc, on a des startups absolument incroyables. Criteo, Blablacar, mais il y en a partout. Il y en a partout des startups. J'estime qu'il y en a au moins 100 000 en France. D'ailleurs, la France est le premier pays de start-up européen. Hein. Ouais, peut-être. Mais on n'a pas les élus qu'il faut. Il faudrait les virer, mais passons. Mon objectif est assez simple. Moi, il monte une start-up. Je trouve que sa start-up est intéressante. Et le start-upper français, en général, il veut d'abord monter dans son truc en France. Alors que peut-être il faudrait le monter d'abord dans le monde. Il monte en France parce que les gars me disent, si je réussis en France, comme c'est compliqué en France, je suis persuadé que je vais réussir dans le monde partout. Bon, monsieur fait une start-up, la start-up interview, je trouve ça vachement bien, et sans lui dire, je le sous-titre en mandarin, et je vais envoyer la vidéo sous-titrée en mandarin dans Weibo, qui est le grand réseau social des Chinois, 600 millions de zigotos, et je vais dire aux Chinois, toujours en mandarin, si vous êtes intéressé par cette start-up, merci de me contacter, moi, et pas lui. D'accord ? Et je vais être son commercial avant-vente. Ça, c'est le Ubifrance 2.0. Parce que l'administration française, le temps qu'elle s'y mette, ça va prendre un certain temps. Bon, en tout cas, j'ai pas fini. Comment vous réglez le problème si tout le monde est au chômage ? Justement, je voulais juste dire que quand même en 2050, des estimations de population, c'est quand même entre 10 et 11 milliards d'individus sur la planète en 2050. Donc si on a tous perdu nos jobs, ça va faire... Alors attendez, vous allez recevoir Laurent Alexandre ici, je crois c'est jeudi. Hein, Laurent Alexandre, non ? Alors posez la question à Laurent Alexandre, combien mes petits-fils, quelle est l'espérance de vie de mes petits-fils ? 8 ans et 5 ans. 1000 ans. 1000 ans, ouais. Donc de plus en plus d'homo sapiens normaux, de plus en plus de robots, de moins en moins de fric a priori. Comment vous réglez le problème ? Il n'y a qu'une seule façon de le régler, c'est le revenu de base. C'est quoi le revenu de base ? Un Français qui naît, dès sa naissance, il a droit à 1 000 € par mois jusqu'à sa mort. Et vous pouvez travailler aussi, si vous voulez, en plus. Donc les Suisses, ça va partir. La Finlande, c'est en train de partir. L'Alaska, c'est parti. L'Arabie Saoudite, ça existe déjà. Oui, mais eux, c'est un autre problème. La région Aquitaine va faire des études. Et donc, non, mais il faut voir ça en tête quand vous allez voter. Or, aujourd'hui, aucun politicard vous parle de ça. Mais en fait, l'autre problématique aussi, c'est qu'une mort naturelle n'existe pas. C'est-à-dire que on meurt à cause de quelque chose, quel que soit notre âge, même si vous mourrez à 120 ans. C'est-à-dire que notre organisme a une capacité, et si justement on peut construire notre propre génome et le régler au fur et à mesure qu'on grandit, il n'y a rien qui nous arrêterait dans la vie, ce qui posera d'autres grands problèmes. Voilà une news qui est tombée hier. Moi, je fais 2 heures de veille technologique par jour. Ça, c'est je ne sais plus quelle boîte qui fait ça. C'est un bras. Vous n'avez plus de bras. Voilà, c'est une prothèse de bras, mais les doigts ont le touché. Pourquoi ? Parce qu'elle est connectée au cerveau. Donc, les aveugles vont voir, mais ils vont voir mieux que vous. Parce que vous ne voyez pas la nuit, par exemple. Juste, les aveugles voient déjà. Hein. Il y a toutes sortes de prothèses qui ont été mises en place où des aveugles qui n'ont jamais vu commencent à voir les formes et discerner la lumière. Donc ça, c'est déjà en place. Pareil avec les sourds. Alors ça marche très bien pour le coup. Les sourds peuvent entendre maintenant. Je vous conseille d'aller voir des vidéos sur Internet qui sont absolument bluffantes sur des sourds qui entendent pour la première fois. C'est assez extraordinaire. Alors je vais vous montrer le dernier point parce qu'après je vais... voilà, ça c'est une Française et une Américaine qui ont inventé la technologie qui tue. C'est le CRISPR. Pourquoi ? Quand vous faites votre analyse génomique, par exemple, vous vous rendez compte que le bébé qui est en train de grandir dans le ventre de la mère, il va avoir des problèmes de type autiste, ou il va lui manquer une main, etc., parce que vous avez fait son séquençage génomique. La question est, est-ce qu'on peut réparer ce que la nature a foiré ? La réponse est oui, grâce au CRISPR. Le CRISPR, c'est un ciseau génétique qui va aller couper les gènes qui ne sont pas bons et les remplacer par des gènes bons. La brave dame qui fait ça s'appelle Emmanuelle Carpentier, et avec une Américaine qui s'appelle Anne Doudna. Ces 2 dames seront nobelisées dans 5 ans. Et à l'Élysée, à l'époque, on s'empressera de leur remettre la Légion d'honneur, mais toujours à la bourre. Bon, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Bon courage. Merci. On va en avoir besoin.
Donc, quand même, je voudrais résumer les bonnes nouvelles. C'est que, on va vivre pour toujours, on sera éternel et on n'aura pas besoin de bosser. Donc ça, c'est déjà... et on aura 1000 euros par mois, au moins. 1000 euros par mois, au moins. Donc merci beaucoup Jean-Michel, c'est très sympa d'être venu aujourd'hui.